Bonjour, je suis Hugues Sansen. Je suis actuellement ingénieur de recherche à Télécom Sud Paris. Pour un projet, donc pour la fin d'un projet, je suis rentré en décembre de l'année dernière. Ma mission était double, à la fois portée sur un téléphone, complètement sur un téléphone, c'est-à-dire sans cloud. À peu près les fonctionnalités du projet européen MyVita, qui on a demain notre vue finale avec l'Europe pour savoir si on est financé pour la fin. Voilà. Et donc ma deuxième casquette, c'est une partie business, et c'est plutôt ce qui m'occupe depuis quelques mois, trouver des partenaires pour la suite. Donc MyVita, c'est un coach pour les seniors, un coach conversationnel qui parle japonais, puisqu'il y a une partie du projet qui est japonais, allemand, italien, français et forcément anglais. Essentiellement anglais d'ailleurs. Donc sur la partie MyVita, qu'est-ce que je dis là? Au départ, ils devaient utiliser du graph avec Rasa. Ils ont abandonné le graph. Et puis, donc Rasa, c'est un moteur de dialogue, un système de dialogue avec de règles. Et puis, GPT-3, 3, je sais pas quoi, ou 4, je sais plus à combien ils sont. Donc moi, je devais faire la même chose. Donc j'ai repris des idées d'anciens projets, donc Evita, ça irait d'ailleurs d'anciens projets européens, que ce soit Companionable, VAssist, pour laquelle j'avais participé avec mon entreprise il y a quelques années, Empathic, etc., etc. Donc moi, ma mission, c'était de faire ça sur un téléphone, pratiquement rien sur la cloud. La seule chose, c'est évidemment, j'ai pas Wikipédia sur mon téléphone, j'ai pas le Weather Report sur mon téléphone, donc il fallait que je puisse y accéder. Et puis l'autre partie, c'est dialoguer avec un avatar, soit donc sur un écran, soit avec Roberta Inside, qui est la tête parlante. À l'origine, ça devait être un robot en fauteuil roulant, d'où le nom Inside. Pour les gens qui ont mon âge, c'était Robert Inside était un détective américain en fauteuil roulant. C'était l'homme de fer en français, pour ceux qui ont à peu près pas loin de mon âge, si vous en souvenez. Ou Robert Dacier, mais donc Robert Inside est en fauteuil roulant. Et puis, on devait utiliser les capacités du TPU d'un Pixel 6. Donc j'ai sorti le Pixel 6 quand même. Ça, c'est un Pixel 6 pour bien montrer qu'on avait un Pixel 6. Et puis faire de la diarisation, donc reconnaître qui parle, etc. Et utiliser donc TensorFlow Lite avec GPT-2. Que dire encore? Ah oui, et connexion aux capteurs, puisqu'il y a des capteurs dans la maison, des capteurs infrarouges, et puis les capteurs du téléphone aussi. Donc capter tout ça et une montre connectée et remonter tout ça sur un serveur. Bon, ça n'a pas marché. Assez rapidement, au bout d'un mois, j'ai abandonné parce que c'était assez déplorable. Les capacités de réponse du modèle de langage, c'était 1 minute 30 à peu près, sachant que quand vous faites de la téléphonie, vous commencez à détecter un jitter au bout de 210 secondes. Et au-delà
de 500 millisecondes, c'est insupportable. Attendre une réponse dans un dialogue au-delà de 500 millisecondes, vous le comprenez tout de suite. Pour ceux qui avaient fait de la téléphonie par satellite à l'époque où ça se faisait encore, donc il y avait un aller, un retour, plus le retour, c'est-à-dire 2 fois 70 000 km. Faites le calcul et on commence à partir de ça, on commence à détecter un jitter important qui est désagréable. Donc je ne vous dis même pas ce que ça pouvait être comme effet négatif en temps de réponse. L'autre problème que j'ai eu, c'était le système de reconnaissance vocale. Autant, TensorFlow et puis... ah oui, parce qu'en plus, pour tout vous dire, TensorFlow n'utilisait pas le TPU du Pixel 6, donc c'est pour ça que ça ne marchait pas en fait. Donc j'ai acheté, il est encore dans la boîte, j'ai acheté un Pixel 8 pour pouvoir faire tourner, mais bon, là pour l'instant je suis plus sur le business. Pour toute la solution, Evita, pas uniquement sur ma Evita. Autre problème avec le speech recognizer, c'est que c'est assez poétique. Quand je demande, quand le speaker dit en anglais, les murs sont faits de pierre, et qu'il comprend les loups sont faits de pierre, après, c'est un gros problème. Donc, résultat, en fait, j'ai décidé, je vais retester avec... sur le Pixel 8 parce que Gemini est quand même bien meilleur. Quoi qu'il en soit, il y a un côté temps de réponse et puis la reconnaissance sans contexte, parce que la plupart du temps, les systèmes de reconnaissance vocale, on ne peut pas y mettre de contexte, à part VOSC. Donc si ça ne marche pas, je vais être obligé d'intégrer VOSC, qui lui permet au moins de calculer le nombre de n-best, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas gérer ces n-best. Les n-best, c'est le nombre de meilleures réponses que fait le système de reco. Et aujourd'hui, moi, je n'ai qu'un seul n-best, je ne peux pas faire de choix parce que j'en ai qu'un. Et donc l'idée après, c'est pas utiliser le système de choix de VOSC parce que c'est assez limité, mais très très certainement faire une recherche vectorielle sur un embedding et par rapport à ce qui est dit, parce que on comprend bien que si je dis que le contexte c'est la description d'une maison, eh bien les murs vont avoir plus de poids, être beaucoup plus proche de la description de la maison que les loups. Mais quand je demande à Gemini si les loups sont faits de pierre, c'est normal dans une construction de maison, il me dit bien sûr, c'est des statues en loup, de loups qui sont faits en pierre, c'est normal. Oui, c'est normal. Ah oui, d'accord. Qu'est-ce qu'il a encore lui? Oh. Alors, hop. Ok. Donc, résultat, j'ai ressorti un vieux projet qui s'appelait Lifeline, qui est un projet qu'on avait créé il y a une dizaine d'années, qui était en fait de créer un ghostwriter, un nègre en français, mais je crois que c'est plus politiquement correct de dire comme ça. Et l'idée, c'est de trouver le moyen de faire parler les gens sur tous les sujets, et quoi de mieux que demander aux gens de raconter leur vie, parce que ça, c'est quasiment infini. Donc, c'est quasiment infini, sauf que, en fait, le problème, c'est que ça parle de tout, et on ne sait même pas de quoi ça va parler. Donc, on ne peut pas faire de choses très structurées. Moi, je viens
donc, dans les années 80, j'ai fait du small talk. Ça dit quelque chose aux gens. Donc je suis small talkien. J'ai fait mon moteur d'inférence en small talk avec logique d'ordre 2+, et logique floue. Ce qui fait qu'en 89, j'ai pu connecter mes premiers réseaux de neurones sur mon moteur d'inférence. Puis après, je suis parti parce que c'était le deuxième hiver de l'IA. Bon, on en aura bientôt le troisième. Quoi qu'il en soit, et après, oui, si par la suite, je suis quand même allé travailler pour Gemstone Systems, qui a été la première base de données à objets du monde, 1983, et qui, dans les années 90, était très très célèbre, surtout avec Smalltalk. Et donc, moi, je suis imbibé d'objets, et je me suis dit, cool, les graphes, c'est des objets. Bah non. Graph programming, c'est pas object programming. Rien à voir. Et pourquoi c'est pas la même chose? Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que si je fais des objets, je dois tout décrire, sans le savoir, a priori. Et puis, en plus, faire du code. Or, mon but, c'est de faire un dialogue où on va décrire, c'est la personne qui va décrire elle-même les choses de sa vie. Et je ne sais même pas ce qu'on va décrire a priori. Donc, résultat, eh bien, j'ai décidé de faire simple et d'avoir des choses très très simples. Donc, je n'ai plus qu'un seul champ de données, parce qu'au début, j'avais mis nom, prénom, etc. Ce qui était quelque part une bêtise finalement. Et donc maintenant, je n'ai plus qu'un champ de données. Bon, j'ai mis un champ de vecteurs aussi que je n'utilise pas, hein, mais je me suis dit, tiens, les bases de données de graphes et de vecteurs, c'est pas mal. Ça date des années 70 quand même, hein, tous ces îles-là, c'est pas nouveau. Mais bon, ça me fait des choses très très simples à gérer. Résultat, en fait, après, je vais gérer en fait plusieurs graphes. Hein. Je n'ai pas qu'un seul graphe. Et mes liens appartiennent à un graphe. Donc ça me permet d'avoir des choses thématiques. Et tout ça, en fait, c'est géré dans un... ah oui, je parle de fuzzy date. En fait, dans une bio, les dates, c'est important. Ça marque la vie. Donc, j'ai des milestones qui sont des dates. Et moi, j'ai décidé de les gérer de façon floue. Et toutes les dates, quelles qu'elles soient, sont des intervalles. Il n'y a pas de date, il n'y a pas de temps qui ne soit pas un intervalle. Et la plus précise, eh bien l'intervalle, c'est le temps de Planck. Donc c'est un intervalle. Il ne peut pas. Et c'est là que je ne suis pas du tout d'accord avec Allens, qui avait donné cette idée de date intervalle dans les années 80. Et lui, il avait des dates points. Ben non. Moi, j'ai décidé de tout mettre en date intervalle. Et puis... ça m'a paru plus simple à gérer pour moi. Donc comment je les traite? Eh ben, en fait, la plupart des gens, et quand je faisais de la logique floue dans les années 80, on faisait des trapézoïdales sur les frontières. Puis je me suis dit, je vais faire encore plus flou que ça, je vais faire des gaussiennes, parce que ça va pas, ça s'arrête pas en fait. Finalement, parce que quand vous dialoguez avec quelqu'un, mais le ton est flou et fluide. Et donc, peut-être que voilà, ça s'écrase dans le temps. Et est-ce que vous avez une idée de la naissance de Pharaon à mon beau-fils 2 et je pense pas qu'il existait celui-là, à part dans Astérix. Mais non. Donc c'est flou, quoi. Il y a une espèce de fluidité. Donc c'est un petit peu l'idée. Et plus ça va, plus ça s'éloigne, plus c'est flou. Et
et comme c'est destiné à des seniors qui vont raconter leur vie et après éventuellement faire une bio, hein, y avoir un giveaway quand ils seront partis, donc pouvoir générer une bio derrière. Voilà. Et comment je rentre ma date? J'ai un... Ah bah oui, c'est vrai que c'était pas plus mal de le faire comme ça. Donc c'est centré sur... bon, finalement, on va le voir comme ça. C'est centré sur la date, là, et on voit bien que cette date-là, on va dire que c'est une année, et puis bon, c'est peut-être un mois, peu importe. Et donc là-dessus, eh bien, je vais gérer l'intersection de mes dates hein, comme des gaussiennes, quoi. Et donc j'ai une fonction de similarité et similitude et qui me permet aussi de virer plein de choses. Donc finalement, j'ai dans mes bornes, j'ai même des constantes, hein, donc qui ne vont pas dépendre de mon sigma ou de mon mu. Il m'a dit que je pouvais le faire au tableau, donc ça le faire au tableau, c'est vrai. Donc ça, c'est aussi un nœud dans le dialogue, a rien à voir. Alors c'est pas un graphe hein, au sens de la théorie des graphes, hein, c'est juste un nœud décrit en JSON, sauf que c'est une liste de nœuds. Et ça, il a un ID, c'est 75_1, et puis son fils, c'est le 75_1. Ça veut dire que ça boucle. Hein. Ici, en fait, on va demander à la personne alors qu'est-ce qu'on lui dit? D'énumérer les légumes qu'il fait pousser dans son jardin. Comme j'ai eu un jardin, je connaissais un petit peu le sujet. Mais là aussi, c'est pas très simple parce que, par exemple, quand je lui disais agrocarrots, il avait tendance à me sortir Garrett. Garrett, le prénom. Et quand je fais une mesure de distance dans le domaine de lettres, dans les lettres, hein, et pas en phonétique, un Evenstein, eh bien, ça me donne du goire, hein, parce que j'avais ma liste de tous les légumes, ça me donne du goire. Donc c'était très 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 pénible. Donc il faut vraiment que je retravaille toute cette partie ASR. Et c'est là aussi que je vais construire mon graphe. Hein. En fait, à chaque fois, je crée un vertex de sous-type légumes, pardon. Le nom, c'est la valeur qui a été donnée dans la réponse. La contrainte, c'est unique. J'ai des objets uniques et des objets qui ne sont pas uniques, mais là, tomate, c'est tomate, et puis c'est tomate. Donc je vais créer d'autres... et puis là, je crée le lien entre les deux nœuds. Et je peux aussi, en fait... alors ce que j'ai fait, c'est j'ai un dialogue dans mon modèle, c'est construit en fait de sous-dialogues. Et chacun, c'est un sujet. Et donc, à chaque fois que j'aborde un sujet, eh bien, j'ai un contexte à court terme. Et puis, donc tous les objets qui sont créés pendant ce contexte, donc tous les objets, c'est-à-dire toutes les entités, je ne vais pas dire objets parce que c'est toutes les entités qui sont créées pendant ce topic, ce sujet, sont en mémoire à court terme. Et j'ai aussi des mémoires de session. Donc là-dedans, quand je vais rechercher quelque chose, c'est dans short-term context, par exemple, ici. C'est très informatique des années 80. Mais c'est robuste. À part l'ASR, c'est robuste.
Bon. Qu'est-ce que j'ai... Voilà, ouais. Bon, après, généralement, sur un sujet ou sur une session, eh bien, je vais regarder, enfin, je vais dire tout ce que j'ai appris sur la personne. Voilà, on finit. Puis après, le jour d'après, on va passer à un autre sujet. Là, aujourd'hui, on décrivait le jardin, la maison, etc. Demain, on fera autre chose. Puis peut-être qu'on reviendra sur le sujet. En fait, il y a des règles qui permettent de faire un choix aléatoire. Il y a des règles aussi qui permettent de donc choisir un sujet sur la diététique. Alors, à la différence de Evita Coach qui donne des conseils, moi, je me suis dit, je ne vais pas te donner de conseils. Je vais demander aux gens de me décrire ce qu'ils mangent et s'ils pensent que c'est bien ou pas bien. Voilà. Et c'est pas à moi de juger, puisque moi, je suis rien. En fait, MyEvita ne sait rien. Et l'idée, c'est que c'est la personne qui lui enseigne. Donc, il va construire le graphe au fur et à mesure. Et c'est à partir de ce graphe que, progressivement, je vais en savoir plus sur la personne. Alors, tout n'est pas terminé. Je peux faire du blabla pour faire croire que, mais en fait, je suis loin d'avoir terminé. D'abord parce que ça commence en décembre, mais cette partie-là vraiment en janvier, et que j'ai mis 3 mois. Entre-temps aussi, il a fallu que j'anime la tête de Roberta, que je la connecte au téléphone. Oui, d'ailleurs, je ne sais pas. Et que je la connais, Roberta, mais de toute façon, j'avais pratiquement fini. Donc le but de MyEvita, c'était de garder, protéger la vie privée de l'utilisateur. Et donc ça, c'est quelque chose qui est relativement atteint. Bon, sachant que toutes les données collectées aussi, on va les mettre dans le graphe, dans des graphes dans le Personal Knowledge Graph au sens large, mais en fait, au sein de ce Personal Knowledge Graph, bien sûr, il y aura plusieurs graphes, donc dans des graphes particuliers. Et ma grosse question, pour laquelle je n'ai toujours pas de réponse, c'est comment je peux savoir si l'information qu'on me donne peut être transmise à tel ou tel. Imaginez, des choses qui n'arrivent pas que dans les films, mais dans la vie réelle, ça n'arrive pas, et ça ne m'arrive pas non plus. Imaginez que je raconte à Evita que j'ai trompé mon épouse. Ça n'arrive pas dans la vraie vie. Mais bon, imaginons. Mais j'ai pas envie qu'elle le sache. Mais lui, il est con. Et comment on fait? J'en sais rien. Et si vous avez une idée, et on ne peut pas non plus en permanence demander à qui on peut le dire. Donc le need to know, avoir à en connaître en français, oui, parce que j'ai pas mal passé de temps aussi chez les militaires, eh bien c'est pas simple. Et d'ailleurs, on dit qu'à la Maison-Blanche, un secret ne dure pas plus de 7 jours. Alors, donc si les humains ne sont pas bons, imaginez les machines. Donc ça c'est une des vraies questions. Mais comment je fais pour dire que telle ou telle partie peut être divulguée? Donc je commence à réfléchir en disant que, donc, comme vous avez vu, que tout est c'est construit avec des sous-graphes. Je peux dire que tel sous-graphe a un need to know particulier pour telle ou telle personne. Bon, c'est pas parfait. Et en même temps, parce que un vrai ghostwriter, lui, c'est vraiment ce qu'il faut dire ou pas dire. Et là, Evita ne sait pas. Non, mon écran, à force, donc mon écran est pas intelligent. Voilà, merci. Et quoi d'autre? C'est tout.